Du coup, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. Donc moi, je m'appelle Jade Crotomilietti, le G ne se prononce pas. Merci de faire attention. Je suis responsable recrutement sur les profils data, mobile et web Viséo France. Donc majoritairement à Paris, Lyon, Toulouse et Grenoble. Mais moi, je suis basée à Grenoble. Et aujourd'hui, du coup, je viens vous parler de la version LinkedIn Pro parce que je pense que la plupart d'entre vous êtes sur LinkedIn, que la plupart d'entre vous recevez des emails plus ou moins abondants, plus ou moins pertinents. Mais je voulais montrer l'envers du décor, à quoi ressemble finalement mon outil de travail et ce avec quoi on vous contacte. Je tiens tout de suite à dire que je ne suis pas là pour recruter du tout, c'est pas du tout mon but, je veux juste partager un outil de travail parce qu'on travaille dans les mêmes secteurs, avec on côtoie les mêmes personnes, et c'est tout. Voilà, donc j'ai décidé un petit peu de découper ça en quelques étapes succinctes, vu qu'on a 10 minutes. Donc d'abord, vraiment à quoi ça ressemble LinkedIn Recruiter, vraiment juste des captures d'écran basiques. Quelques petits conseils pour essayer de voir si c'est des messages envoyés par un humain ou par un bot, ou si c'est des messages préenregistrés qui sont là pour aider l'humain, mais qui ont été rédigés par un humain à la base. Et puis quelques infos sur LinkedIn, tout simplement. Du coup, entrons dans le vif du sujet, à quoi ressemble LinkedIn Recruiter. Donc c'est un outil. Et l'interface ressemble à ça. Donc on est loin des posts LinkedIn, des selfies et des j'ai fait 10 millions de CA ce mois-ci. C'est une interface où je peux aller taper mes mots-clés. Donc là, au hasard, j'ai choisi Angular. J'ai juste mis mon filtre Grenoble. Et là, je peux voir qu'il y a plus de 2000 résultats en haut à gauche de ce petit écran. Et j'ai juste à scroll et là, on voit tout un tas de profils, donc 2000 en question. Après, je peux trier en fonction de ceux qui sont open to work, de ceux qui sont plutôt actifs ou non sur LinkedIn, de ceux qui ont déjà eu des intérêts envers Viséo ou non. Donc voilà, sachez qu'on le voit quand vous êtes open to work, et que si on vous contacte alors que vous ne l'êtes pas, on a l'info que vous ne l'êtes pas, en général. Et quand on clique vraiment sur un profil pour avoir la description, c'est ça qu'on va avoir. Au début, on va avoir un petit peu un sum-up. Bon là, en l'occurrence, il n'a pas mis ce qu'il faisait actuellement, il a laissé son titre étudiant, mais ça c'est pas grave. En général, quand vous mettez votre titre, votre emploi, c'est ça qu'on voit en haut. On voit ensuite votre ville et on peut voir surtout toutes les interactions qu'il y a eu. Donc pareil, si vous êtes contacté, que vous avez déjà été contacté il y a 2 semaines par un collègue de la même entreprise, le collègue le sait, parce qu'on a toutes les traces de nos collègues. Donc là, je sais qu'Aurélie l'a vu en mai et je sais qu'elle l'a juste ajouté à un projet, mais qu'elle ne lui a pas envoyé de message. C'est écrit quand on ouvre vos profils. Et du coup, tout de suite après, on voit vos summaries. Donc c'est là que vous mettez un peu la bio sur LinkedIn. Donc c'est vraiment ce qu'on voit nous en premier ou presque quand on ouvre vos profils. Donc ça peut être intéressant de mettre ce que vous recherchez exactement si vous êtes à la recherche d'un poste, parce qu'en fait c'est ce qu'on voit en premier finalement, presque plus que le Open to Work qui est en dessous, comme vous le voyez. Donc là on voit ce qu'ils recherchent exactement. J'en profite s'il y a des freelances dans la salle. Pour le job type, il n'y a pas freelance. Mais si vous mettez contract, on le comprend. Voilà, j'en profite juste pour ça. Et ensuite, on voit vos différentes expériences. C'est intéressant de venir décrire vos missions parce qu'en fait, c'est là qu'on voit ce que vous avez fait, vraiment. Et on le voit tout de suite dans la preview. Donc encore une fois, si vous voulez axer sur une particularité de votre métier, que vous voulez, je ne sais pas, plutôt basculer sur du DevOps, si vous mettez ça en avant dans vos descriptions, c'est vraiment ce que nous, on va voir en premier. À savoir que, typiquement dans vos compétences, si vous mettez Angular parce qu'une fois vous en avez fait 2 mois en 2016, ça existait en 2016 Angular? Super, j'ai pas dit de conneries. Pas encore. Ça peut ressortir même si aujourd'hui vous êtes dev.net et que vous faites plus d'Angular parce qu'en fait vous l'avez mis à un moment. Donc des fois quand vous avez l'impression qu'on est à côté de la plaque, en fait le mot techniquement il y est, mais nous on n'a aucune idée de quand est-ce que vous l'avez utilisé ou non. Ça dépend. Si vous l'avez bien mis sur votre profil, développeur.net, oui je vais pas aller envoyer un message sur de l'Angular, on est bien d'accord. Mais typiquement, il y a des profils pas très bien alimentés et on peut se tromper. Par contre, là où il y a beaucoup d'erreurs de la part des recruteurs, désolé parce que tout le monde n'est pas parfait, moi la première, c'est au niveau des messages que vous recevez, les fameux emails. On peut avoir des pré-modèles. C'est des modèles que moi-même j'ai rédigés qui correspondent à certains types de profils. Donc typiquement, je vais avoir des profils pour le Power BI, des profils un peu plus généraux. C'est plutôt pour les stagiaires ou les juniors que j'ai ce genre d'approche, mais on peut avoir des messages préenregistrés et on peut avoir des balises. Donc là, j'ai la balise prénom qui va faire que ça va récupérer automatiquement le prénom, ça évite les erreurs, ça évite les copier-coller, ça évite ce genre de choses. Pour autant, je trouve intéressant d'ouvrir les profils et de vraiment venir personnaliser une base qu'on a déjà pour gagner du temps.
mais personnalisé le plus possible. J'ai la chance à Viséo de ne pas avoir de quota, donc j'envoie très peu d'emails, j'en envoie une dizaine par semaine, mais il y a des entreprises où on doit en envoyer une cinquantaine par jour. Donc il y a aussi des contraintes parfois de la part de l'entreprise qui peuvent faire qu'il y a des recruteurs qui ont l'air un peu plus insistants. Voilà. Aujourd'hui, je voulais juste vous le partager. On peut le faire avec l'IA aujourd'hui. Donc moi, mon LinkedIn il est en anglais, mais s'il était en français, ça aurait été un message en français. Et du coup, on peut donner une impression de personnalisation parce qu'on peut cocher les différents éléments à rajouter. Voilà. Et je voulais montrer la partie LinkedIn parce qu'il y a souvent cette blague que LinkedIn c'est un Tinder inversé. Et sur mobile, c'est très vrai parce que là, j'ai un projet dans lequel LinkedIn va me proposer des profils et j'ai juste à swipe à droite ou à gauche en fonction de si je veux vous envoyer un message ou pas. Voilà. Faut pas, c'est vrai. Et du coup, je voulais vous partager quelques astuces pour essayer de différencier un message où la personne a visiblement vu votre profil, pris le temps de le comprendre et de rédiger un message pour s'adresser vraiment à vous, plutôt que des messages déjà rédigés ou des messages qui ont l'air rédigés et qui en fait ne le sont pas forcément. Donc là, j'ai fait 4 petites astuces, on va dire. Donc déjà, il y a l'emoji qui est sûrement connu de la plupart d'entre vous, que j'ai testé sur moi pour pouvoir montrer les noms et les prénoms parce que ça fonctionne avec ça. Il suffit d'ajouter un emoji avant son prénom et après son nom de famille, ce qui fait que quand il y a la balise prénom qui est reprise, je vois directement qu'il y a un petit trèfle devant le bonjour Jade. Donc je sais que c'est une balise. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas vu mon profil, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas intéressée à moi, il faut que je lise ensuite ce qui en découle. Mais ça peut être un indice de « Ah, peut-être que la personne n'a pas vu mon profil et qu'elle a fait un envoi automatique. » Parce que les fameux 2000 du début, je peux cocher et envoyer un mail à 2000 personnes en même temps si je veux. Il ne faut pas le faire. Ensuite, il y a le mot de passe. Je suis tombée sur ça 2-3 fois. C'est des gens qui mettent leur bio et à la fin de la bio, ils mettent un mot de passe. Et si je ne le mets pas dans mon message d'approche, ils ne me répondront pas. Ça peut être intéressant pour s'assurer que ça a vraiment été lu jusqu'au bout. Par contre, dans les paramétrages, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais en fait, vous pouvez complètement bloquer la réception d'email. On peut faire en sorte que vraiment, nous, en tant que recruteur, on ne peut pas vous en envoyer. Donc, il faut aller dans les confidentialités, dans les messages, et il suffit juste de désactiver l'envoi d'email et vous n'en recevrez plus. On pourra toujours vous ajouter en envoyant une note avec ce qu'on avait à vous dire, mais vous ne recevrez plus d'email automatique. Je le dis, ça ne m'arrange pas, mais je préfère vous le dire. Et ensuite, il faut savoir que vous n'avez pas forcément mis vos coordonnées en public sur LinkedIn. Vous avez peut-être rempli votre numéro de téléphone, mais vous l'avez mis en privé. Donc là, on voit bien que Mathieu, il a mis son mail qui est accessible. C'est un speaker international, ça pourrait m'intéresser, parce qu'on a des projets anglophones, ça pourrait être chouette. Par contre, je ne sais pas comment le contacter. On a des extensions Google qui peuvent venir s'ajouter à LinkedIn. Et là, j'ai le numéro de Mathieu. Je ne le fais pas, parce que déontologiquement, moi, ça me dérange d'avoir accès à des données auxquelles je ne suis pas censée avoir accès. Mais si vous vous êtes déjà fait appeler par des recruteurs, vous ne savez pas trop comment ni pourquoi, c'est très probablement qu'il y avait une extension Google. C'est légal, mais voilà, il faut le savoir. Et le moyen de pallier ça, c'est de tout simplement supprimer votre numéro vraiment de LinkedIn. Voilà. Donc si vous avez des questions... Bah, alors, vous dites vous, moi ou vous, les recruteurs? Vous, les recruteurs, celui qui se voit quand on clique dessus. Votre profil LinkedIn public, il peut arriver qu'on y aille parce que, vous l'avez vu, l'agencement n'est pas tout à fait le même et quand il y a un profil qui a l'air intéressant, mais que je n'ai pas toutes les infos dont j'aimerais disposer, parfois je bascule sur la version publique. Et vu qu'on a un LinkedIn Premium, vous n'avez pas la notification comme quoi on a vu votre profil si on l'active. Donc voilà. Donc oui, là, on peut aller le voir. Mais globalement, il y a toutes les infos qu'il y a sur votre LinkedIn public, c'est juste que ce n'est pas agencé de la même manière. Et c'est pour ça que pour les freelances, je pense que c'est intéressant de savoir ce qu'on voit en premier. Et pour ceux qui ne veulent plus être contactés, intéressant de savoir ce qu'il faut éviter de mettre en lumière pour être le moins intéressant possible. Voilà. Alors moi, j'ai un gros bug dans LinkedIn. Oula. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais quand j'essaie de publier sur le groupe Human Talks, et que je fais un arrobas des gens, ils ne me proposent pas les personnes ou les entreprises. Ils me proposent 3-4 personnes, toujours les mêmes, je ne comprends pas pourquoi. Du coup, je suis obligé de configurer pour
comme si j'allais le poster sur mon profil et puis après, avant de publier, de le rebasculer sur le groupe. Est-ce que tu as déjà constaté ça? Est-ce que tu as des tips? Et c'est tirer des balles, quoi, ce machin. J'ai jamais posté en tant que groupe, donc je n'ai jamais rencontré ce bug en tout cas. J'ai des doutes sur le fait que ce soit un bug, mais c'est quand même assez... Gênant. Désolée, j'ai pas. D'accord. J'aurais aimé, mais j'ai pas. Moi, LinkedIn, j'utilise pas mal, même si c'est Internet, bref, c'est bugué de partout. Comment dire, il y a des gens qui postent régulièrement, et des gens qui qui vont formater à balle leur profil, alors qu'en fin de compte, finalement, le formatage, la forme n'est pas intéressante. Qu'est-ce que toi tu recommandes pour quelqu'un qui veut être visible, qui veut un peu capter l'attention d'un recruteur avec son bagage, son environnement de recruteur? Je pense qu'il y a différents axes possibles. Il y a déjà, est-ce que tu veux travailler sur un environnement technique en particulier, auquel cas, mettre le mot qui t'intéresse le plus de fois possible, ça fera que tu remonteras dans les premières pages. Sur les fameux 2000 résultats, si j'ai tapé Angular et qu'il y a 16 fois Angular dans les différentes missions, directement dans ton poste, dans les intitulés, tu vas retomber dans ma première page ou presque. Donc voilà, si c'est par mots-clés, entre guillemets, ça peut être intéressant parce que c'est comme ça qu'on source et c'est comme ça que l'algo va être poussé. C'est comme du référencement, hein, tout simplement. Et par contre, si c'est juste que tu veux être visible pour avoir le plus d'opportunités possible mais que tu es un peu ouvert, la fausse bonne idée, c'est d'ajouter les recruteurs parce que l'algorithme LinkedIn, il fonctionne par deuxième cran. La bonne idée, c'est d'ajouter des devs parce que tu seras proposé en tant que deuxième niveau de connexion à des recruteurs. Là où si tu ajoutes les recruteurs, tu ne tomberas pas dans le LinkedIn Pro parce qu'ils considèrent qu'on se connaît. Donc ça peut être un peu la fausse bonne idée, la fausse bonne piste d'ajouter des recruteurs. Ça peut être une bonne idée aussi. Un peu plus vicelard, mais... Et pourtant, il y a plein de recruteurs qui demandent des ajouts de contact. Ouais. Pour avoir ton réseau à toi. Ah. Parce qu'en plus, je pense que vu que tu es au Human Talks, tu as un bon réseau. C'est le genre de gens intéressants à avoir pour un recruteur. D'accord. Oui, je crois que tu as le... Tu disais tout à l'heure, quand tu fais, imaginons que tu es fait d'Angular en 2016 et que tu veux le marquer quelque part sur ton profil, mais pas forcément que ça génère un match quand tu fais une recherche Angular sur ton profil. Est-ce que tu peux quand même lister les différents technos que tu as vus dans ta carrière sans forcément qu'elles soient référencées par les recruteurs? En vrai, c'est compliqué parce que si tu l'ajoutes en tant que compétence dans la partie vraiment compétence de LinkedIn, là, elle va forcément tomber. Si tu l'ajoutes vraiment en mots dans le texte d'une description mission, ça tombera moins pour autant. Et le mot est quand même présent. Disons qu'au lieu d'être page peut-être 3 ou 4, si tu l'as mis dans les compétences officielles, tu tomberas peut-être page 15 ou 16 et là, tu recevras sûrement que les bots parce que, à titre perso, je trouve souvent les bons profils en page 3-4. Quand tu as bien fait ton sourcing, tu vas pas plus loin. Idéalement, en tout cas, si tu veux pas être contacté pour ça, oui. Et est-ce que mettre un espace insécable de largeur nulle en plein milieu du c'est le genre de truc qui... C'est à tester. En tout cas, visiblement, si j'ai jamais vu la chose, c'est que peut-être que ça marche. Je sais pas. Après, je sens c'est l'espace insécable de largeur nulle, ça se voit pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si moi, je suis pas tombée dessus, que du coup, c'est jamais tombé dans mes résultats, c'est que visiblement... en dehors du fait que ce soit visible ou non, c'est pas pris en compte, entre guillemets. Tu montrais qu'il y avait le côté actif qui pouvait rentrer dans le fil, je ne sais pas si ça rentre dans l'algo de classement. Et un utilisateur actif, c'est quoi? C'est j'ai mis à jour mon profil dans cette semaine, j'ai liké, interagi, commenté, c'est quoi l'activité typiquement est-ce que juste si je mets à jour mon profil régulièrement, ça suffit pour être considéré comme actif et du coup espérer monter dans le classement? Il faut que j'aille envoyer des cœurs à tout le monde? Non. Il y a un indice qui est accessible par tout le monde sur LinkedIn, s'appelle le Social Selling Index. Donc moi, en tant que recruteuse, il faut que je tourne autour de 60 pour être bien en tant que recruteuse. Selling. SSI LinkedIn, mais si vous tapez SSI LinkedIn, j'enverrai un lien à Julio pour vous le partager, parce que la version directement sur Google, elle est payante, alors qu'il y a un lien gratuit, mais bref.
Ça permet de voir à quel degré ou non on est vendeur sur le site, etc. Quand moi, je veux rebooster mon social selling parce que je dois être à 60 et que je suis à 55 parce que j'étais en vacances, je change une virgule de ma description LinkedIn. Ouais, Voilà. Donc ça suffit pour être considéré comme actif. merci. Pas de souci. Et moi qui utilise. Pardon. C'est vrai, pour les filtres, on va dire les filtres les plus populaires que tu peux utiliser quand tu as une liste de 1000 personnes et que tu dois filtrer, tu filtres par rapport à quoi? C'est juste des exemples. Bah, disons que là, Angular Grenoble, 2000 résultats, je sais que les 2000 ne sont pas pertinents du tout. Parce que là, si je cherche Angular, je vais chercher au mieux un lead, en tout cas pour le besoin que j'avais à ce moment-là, au mieux un lead, et sinon quelqu'un qui a déjà pas mal d'expérience sur le framework. Donc ça va être des gens qui l'ont beaucoup mis en avant. En général, page 1 ou 2, les gens qui le mettent très bien en avant, c'est des freelances. Donc je vais directement plus ou moins aller, je vais survoler, aller dans la page 3-4. Et souvent, moi, mon premier réflexe, c'est d'aller dans les open to work. Et là, dans mon screenshot, il y en avait 500. Et 500, ça se survole très vite en sourcing, en réalité. Je priorise les open to work, personnellement. Donc il n'y a pas de filtre